Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce Coach Talk. Cette semaine, nous allons parler de la gestion d'une carrière en amateur. On va donc répondre à plusieurs questions du style quand faire son premier combat amateur, quand faire le pas d'amateur vers pro, quelle est la plus-value de participer aux IMMAF, évidemment c'est d'actualité puisqu'il y a les Worlds qui sont en cours, quelle est la plus-value de gagner, est-ce que c'est un boost de carrière de gagner les IMMAF et comment y participer si on le souhaite. Pour discuter de tout ça, rien de mieux que Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu? Bonjour à tous. Bonjour à tous, pardon. Salut mon Chris. Comment tu vas, toi? Moi, ça va super bien. Tu m'as pas répondu, tu vas bien? Ouais. Ouais, moi tout va bien. Toujours la prépa de Virgil Hogan et de Axel Sola. Et en plus, on va annoncer ça dans les jours qui viennent. Je pense que d'ici 2, 3 semaines, on devrait avoir de bonnes nouvelles pour Manon. Et on sera également sur le co-main event du Combat T Global et sur le main ou co-main du PFL Dublin. Voilà les news globales de la team en ce moment. Magnifique, très très belle nouvelle. On a hâte d'avoir les détails là-dessus. Bon, avant de commencer le podcast, 50%. 50% avec notre code promo FIGHT. Vous avez 50% chez notre partenaire Golden CBD en ce Black Friday. Donc, pour rappel, c'est la marque numéro 1 de CBD bio en France. Leurs produits ont une teneur en THC de moins de 0,3%, ce qui rend ça légal. Aldric et moi, on est alignés là-dessus. C'est de qualité. On est particulièrement fan de leur thé. Moi, personnellement, je suis en train de boire ce thé-ci. Vraiment, vraiment bon. Toi, tu es aussi fan que moi, je pense, de leurs petits bonbons parce que c'est Ah, portable. Il y a un côté pratique. Donc, il y a pas mal de bonbons là. Les Dragibus, moi, j'adore. Il y en a à la menthe. J'ai été surpris. C'était vraiment, vraiment bon. Et les gélules. Donc, ça a fait du bon taf pour tes migraines. Ça a fait du bon taf pour mon sommeil. Donc, on recommande ça vivement et on n'est pas les seuls. Trustpilot indique 4,8 en review sur plus de 1500 reviews. Et donc les 50% sont valides uniquement pendant 24 heures après la sortie de ce podcast. On le sort vendredi midi. C'est disponible jusque samedi midi. Est-ce que tu as un mot à ajouter sur notre partenaire? non, c'est de la très bonne qualité, allez-y. Et moi, je recommande fortement. Parfait. Alors, on est parti. On va commencer par la base de tout. Quand faire son premier combat en amateur? Ouais, c'est bien que tu me lances là-dessus parce que je trouve que c'est facile. En ce moment, on est dans une société qui critique facilement. Et là, j'aime beaucoup, en tout cas pour la Fédération française, le travail qui a été mis en place dès le début. C'est-à-dire la genèse, comment on fait son combat amateur, on passe son grade vert. Et c'est important d'en parler puisque je suis moi-même formateur là-dessus. On a fait une session à Nice il n'y a pas très longtemps. Et ce grade vert, de par, c'est pas sa complexité parce qu'il n'est pas très complexe en soi, mais de par sa conception, il va te permettre déjà de voir si le club dans lequel tu t'entraînes est cohérent dans ses entraînements. Pourquoi? Parce que ce grade vert te demande des notions de striking, de grappling, de chain wrestling, de cadrage dynamique avec un adversaire fuyant. C'est un programme qui est remis après chaque IMAF. Lionel Brézéfin et Johnny Frachet remettent à jour avec ce qui a pêché au niveau de la sélection française. Donc aux derniers IMAF, ils avaient trouvé que sur le cadrage c'était compliqué. Ils l'ont intégré dès le grade vert pour sensibiliser les coachs là-dessus. Donc c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je trouvais le programme très bien. Il y a 10, comment dire, 10 items qu'il faut valider avec un partenaire qui va émettre une légère résistance. Et déjà, vous allez pouvoir voir si vous êtes dans les clous au niveau entraînement, au passage même de ce grade vert. Donc ça, une fois que c'est fait, Chris, on est titulaire de son grade vert, on peut participer aux compétitions amateurs de MMA League, les compétitions de gala. Alors, avant de te redonner la parole sur la suite, déjà, moi, je vais donner un conseil. Je pense qu'il est intéressant de faire les deux. Pourquoi c'est intéressant de faire les deux? Parce que c'est pas le même effort déjà. La MMA League, c'est 2 voire 4 combats dans le week-end. C'est-à-dire que c'est 2 par jour plutôt, voire 3 ou 4 dans le week-end. Donc ça permet déjà de devoir se préparer à une gestion sur un effort long, puisqu'on rappelle que les IMAF qui se passent en ce moment, c'est combat tous les jours avec pesée tous les jours. Donc cette MMA League est formatrice pour ça. Et les galas, d'un autre côté, permettent de gérer la pression d'un public et d'une seule échéance à préparer devant 3, 4 ou voire 5000 spectateurs avec un buzz un peu médiatique comme c'est le cas pour l'AEF. Donc moi,
pas la peine de me demander mon avis si j'encourage l'un et l'autre, j'encourage les deux. En sachant que le gala va permettre de prendre de la notoriété intramuros en France ou sur les réseaux sociaux et que la MMA League est faite pour pouvoir représenter la France sur les championnats d'Europe ou championnats du monde IMAF. Et donc, tu l'as très bien résumé. Le but d'une carrière amateur, c'est de prendre en expérience, de prendre en maturité de combat. Et je pense que c'est au moment où on se sent le plus lucide qu'on peut commencer à considérer le pas vers l'avant. Donc, ce que j'aime bien en France, parce qu'on n'a pas ça en Belgique, c'est ce grade vert, ça permet de s'assurer que les athlètes qui ont le grade vert ont le niveau minimum pour la compétition. Il y a aussi un deuxième élément enfin, deux autres éléments que moi je rajoute pour répondre à la question de quand faire le premier combat amateur. Pour moi, le plus important, c'est aussi quand le combattant se sent prêt lui-même. C'est pas parce que tu réussis ton grade vert que tu te sens prêt à rentrer dans une cage, à gérer la pression de combattre, toutes les peurs qui viennent avec, et simplement que tu as confiance en ton niveau. Je pense que le grade vert, ça permet d'établir les fondamentaux, de s'assurer que certains combattants ont le niveau strictement minimum pour rentrer dans une cage, mais c'est pas ça qui fait que le combattant en lui-même se sent prêt. Et si tu te sens pas prêt à combattre, à rentrer dans une cage, bah forcément, pour moi, ça fait partie des critères qu'on appelle sine qua non. Tu peux pas rentrer dans une cage sans ce critère-là. Et pour moi, le deuxième critère, c'est quand le coach, qui est bienveillant, estime que tu as le niveau pour débuter. Je pense que ça, c'est très important. On a déjà fait un épisode sur le rôle du coach. On avait dit que la qualité principale du coach, c'était la bienveillance. Et notamment, un coach bienveillant va pouvoir s'assurer que son athlète est prêt à faire sa première compétition amateur ou non. Et c'est aussi le rôle du coach, ou si le combattant a déjà un manager, mais aussi du promoteur et aussi de la fédération, de s'assurer que chaque combat qui a lieu sur le territoire français ou belge est équitable sur papier. Ce qui permet aussi aux combattants amateurs de faire ses débuts avec un minimum de confiance en le fait que sur papier c'est équitable, ce qui te rend plus à l'aise de rentrer dans la cage. Est-ce qu'on a fait le tour des critères du premier combat amateur là-dessus? Non, mais c'est bien. Moi, en complément, je vais rajouter qu'un truc, si tu permets, c'est j'aime bien ça parce que ça permet déjà en France, tu vois, moi, je regarde à peu près tout ce qui se fait. Là, en ce moment, pendant qu'on parle, hein, en ce moment même, il y a les IMAF, et je me rattraperai tout à l'heure, c'est pas grave. Les compétitions de MMA League, je les regarde aussi, et j'ai l'impression que ce grade vert et ce qui va avec la formation de ce grade vert permet d'affiner un petit peu. Quand je dis d'affiner, tu vois, quand je regarde les compétitions amateurs de MMA League, je vois de moins en moins de clubs qui n'ont rien à faire là. Alors, je n'ai pas envie de me retrouver, j'ai pas envie d'être cassant ou d'être. C'est pas ça que je dis, c'est des clubs d'autres sports, de Viet Vo Dao, tout ça, qui n'ont pas trop de notions. Tu sais, comme tu voyais un peu à l'époque du Kempo et de ces trucs-là, ces mecs qui arrivaient, c'était dangereux pour eux, tu vois, parce que le prof n'était pas bienveillant, le style n'était pas adéquat avec ces formes de compétition, il y avait souvent des gros chaos. Et du coup, euh, le fait que ce soit aujourd'hui encadré proprement avec une richesse technique, quand je regarde les MMA League amateurs, eh ben, je me rends compte que c'est quand même très souvent les mêmes clubs que tu retrouves en demi, en finale, des clubs professionnels qui ont des structures, qui ont un savoir-faire. Et il y a des clubs que je ne connais pas, mais souvent c'est des combattants pros qui ont monté leur propre team, tu vois. Mais ça laisse beaucoup moins de place à la sauvagerie et à ces professeurs qui viennent d'autres styles, qui sont pas très bienveillants et qui veulent juste emmener les gars à une compétition pour briller ou pour se faire voir. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à un de nos premiers épisodes, on avait émis l'idée qu'on ferait bien un coach talk sur les anecdotes les plus drôles qu'on avait en tant que coach, principalement dans les vestiaires avant les combats. Et c'est vrai qu'on voit de moins en moins d'absurdités à l'échauffement avant un combat, même si on en voit encore. Et je pense notamment que la structure que la France est en train de mettre en place travaille là-dessus. Le fait que les coachs doivent être formés et doivent passer, j'ai pas de bêtises, hein, pour être coach maintenant en France et être reconnu par la FMMAF, tu dois aussi passer un genre de certificat ou de grade. Oui, il faut Donc ça, je pense que c'est primordial. C'est ça, c'est primordial parce que ça assure aussi une certaine qualité, ça assure une pédagogie, une bienveillance auprès de chaque coach et par conséquent, dans les ligues amateurs, on voit de moins en moins
de n'importe quoi. Et certainement, quand on voit du n'importe quoi, c'est pas eux qui vont aller chercher les résultats. Donc ça, c'est bien. Ça nous établit notre base sur quand faire son premier combat amateur. Là, on est assez clair là-dessus. On vient d'élaborer l'idée. Maintenant, tout le monde a une carrière amateur. On voit de plus en plus de carrières étendues en amateur, hein. On va prendre le meilleur exemple, Mokaev, qui a fait 24 combats avant de passer professionnel. Et généralement, maintenant, quand je commente les Cage Warriors, je vois de plus en plus de combattants qui ont 7, 10, 15 combats en amateur, alors qu'à l'époque, on était souvent sur du 2, 3, et puis ça passait professionnel. Quels seraient les conseils que toi, tu donnerais à un amateur par rapport à quand il doit passer pro? Alors, si tu veux, je pense pas qu'il faille mettre de nombre de combats maximum ni minimum parce que la maturité arrive à un certain moment qu'on ne maîtrise pas forcément. Cela étant, sauf cas très exceptionnel, je pense qu'il faut se poser la question. Faire les IMAF aujourd'hui, ça veut dire être le numéro 1 français, c'est pas facile. Et peut-être que vous ne serez pas le numéro 1 français amateur, mais que vous serez le numéro 1 français en pro 5 ans plus tard. Donc il ne faut pas non plus se focaliser. Cela étant, je pense que les objectifs internes qu'il faut se fixer, c'est avoir un Tapology. J'utilise Tapology parce que Sherdog ne référence même pas les combats amateurs ou pas dans la totalité. Et puis je préfère de très loin Tapology, voilà, je le confesse. Avoir un Tapology quand même largement positif en amateur, parce que il y a quelques exemples qui vont me faire mentir, mais dans la grande majorité, si tu performes pas en amateur, ce sera très compliqué de performer en professionnel. Et essayer je pense, d'avoir touché du doigt la MMA League et quelques galas, de façon à pouvoir appréhender ces efforts différents d'une seule échéance avec le public. Après, c'est au coach de décider. Pour ceux qui ont payé le pay-per-view des IMAF de 10 €, n'ayez pas peur. Ça, c'est le niveau Cage Warrior déjà. C'est-à-dire que ces amateurs-là sont l'élite des amateurs. On va voir après dans quelles conditions ils signent, dans quels orgas. Et vous allez vous rendre compte que par rapport au premier cachet qu'on touche en France, les cachets qui touchent sont 4, 5, voire 7 fois supérieurs. Et quand on va regarder là, à partir de demain, les quarts, les demi et la finale des IMAF, vous allez vous dire, ah ouais, mais attends, j'ai pas du tout ce niveau-là. Oui, c'est vrai, vous n'avez pas ce niveau-là, mais c'est un niveau qui est supérieur au niveau professionnel, le niveau de ces mecs. Et les vainqueurs des mondes aux IMAF, ils ont un niveau Cage Warrior, ARS, enfin, les orgas qui sont aux portes de l'UFC, n'ayons pas peur des mots. Donc, après, il faut avoir confiance en son coach, en sa bienveillance, et le moment où il va dire, OK, ben, on y va, c'est parti. À savoir aussi, pour terminer avec le chapitre fédéral, que en France, il y a quand même des règles. Il faut 5 combats minimum pour pouvoir prétendre à demander à passer professionnel. Et je pense que c'est bien d'avoir ce genre de règles. Donc ici, il y a plusieurs éléments sur lesquels j'aimerais rebondir. Là, je vais juste en profiter, c'est un peu hors sujet, mais comme tu le soulignes très bien, quand on regarde le niveau aux IMAF aujourd'hui, on se dit, bon, il y a pas mal d'amateurs qui ont un niveau pro avancé déjà. Ici, s'il y a des promoteurs d'événements qui nous écoutent, s'il vous plaît, ne rémunérez pas les amateurs. C'est ça la différence entre amateur et pro. On peut défrayer un amateur, le rémunérer, non. Parce que si on commence à les rémunérer et à bien les rémunérer, pourquoi est-ce qu'ils passeraient pro? Et à partir du moment où ils vont rester amateurs à détruire d'autres amateurs parce qu'ils ont un niveau supérieur, à dégoûter d'autres amateurs. Et ça, par rapport au sport, c'est pas ouf. Donc, je voulais faire un petit aparté là-dessus. Deuxième point que moi je souligne par rapport à ce que tu as dit, c'est quelque chose qu'on n'arrête pas de souligner dans le coach talk, c'est que le MMA, c'est individuel. Il n'y a pas de règle de quand faire son premier combat amateur, il n'y a pas de règle de quand passer professionnel. Moi, j'avais noté que ça dépend de plusieurs éléments. Le premier élément, ça dépend des objectifs. Évidemment, tu vas pas faire le même choix sur quelqu'un qui a pour objectif d'aller à l'UFC dans sa carrière versus quelqu'un qui a commencé plus tard et qui a pour objectif de faire un combat professionnel dans sa vie. Là, le niveau auquel tu acceptes le passage vers professionnel peut passer du simple au double, tout simplement. Il y a aussi le kilométrage. Tu vois, quelqu'un qui commence le MMA à 28 ans, qui a 10 combats amateurs à 31 ans et qui a des objectifs en professionnel, tu dois un tout petit peu le dépêcher à passer professionnel et faire un meilleur management sur la sélection des combats en début de carrière professionnelle. Comparativement, quelqu'un qui commence le MMA à 13 ans,
qui s'entraîne de manière light, qui fait gaffe à son corps, etc., etc., qui a 21 ans et déjà à 14 combats en amateur, bah, tu dois pas encore le presser de passer en professionnel parce que il n'a que 21 ans et s'il gère bien son corps, bah, il n'y a aucune urgence. Donc je pense que l'objectif, c'est ta base. L'âge et le kilométrage sont les trois éléments les plus importants pour définir quand tu passes en pro. Juste un petit complément sur l'âge parce que le fait que tu parles de ça me fait tilter sur une discussion avec un matchmaker de l'UFC. Comprenez bien, sauf cas exceptionnel, catégorie vide, comme un peu poids lourd, comme femme 61, comme femme 66 quand elle existait ou homme 93, vous proposez un prospect à l'UFC qui a 32 ou 33 ans, en général, il va dire non. Sur des KT full, parce que les gars se projettent, ils savent qu'il faut 2 ans à l'UFC pour pouvoir prétendre à être dans les tops mondiaux, et si le prospect a déjà 33 ou 34, ben, il y a des cas exceptionnels, des Alex Pereira, ou certaines femmes, notamment au poids lourd, qui ont signé à 33 ou 34. Mais sachez bien que l'âge limite, toute catégorie, même les full catégories, les catégories 61, 70, où il y a beaucoup de monde, passer 31, 32 ans, ça va être très difficile d'avoir l'acquiescement du matchmaker du UFC. Ah bah, je peux te le confirmer à 100% puisque j'étais en contact avec les organisateurs du The Ultimate Fighter. Je voulais placer Brian là-bas et l'âge limite était 33 ans. Tu participes pas au TUF si tu as dépassé 33 ans et ils font ultra gaffe à ça, ce qui est logique évidemment. L'UFC se considère comme l'élite. A priori, quand ils signent quelqu'un, c'est dans l'objectif de le faire monter vers le top. Et bah, forcément, dans les grosses divisions, de 61 à 77, je dirais, voire à 84, c'est compliqué d'imaginer quelqu'un qui signe à 34 ans et qui va faire une ascension vers le titre. Ça s'appelle pas un investissement à long terme pour l'UFC. Comme tu l'as dit, il y a des exceptions, évidemment, quand tu as un Alex Pereira qui a une hype derrière lui, ou quand tu prends, je sais pas moi, un champion du Bellator à 34 ans, tu sais qu'il peut transiter et directement faire un combat dans le top 15. Mais pour quelqu'un qui rentre par la voie plus classique, on va dire, à son 10e combat à l'UFC, bah, si le gars a 34 ans dans une catégorie où il y a beaucoup de monde, bah, il réduit ses chances d'y accéder. Et donc, encore une fois, ça revient aux objectifs. Si ton objectif, c'est l'UFC, il faut que tu regardes ton âge, ton kilométrage et évidemment ton niveau. J'ai oublié de le dire, mais le critère de base, c'est quand même, il faut que la personne ait le niveau pro. Je vais prendre un autre exemple, parce que ça, c'était un cas très intéressant que j'avais dans mon équipe à l'époque. J'avais un jeune qui avait 23 ans, je pense. Il était à 7-0 en amateur. Ouais. Et son objectif, c'était d'être pro et de faire une carrière en professionnel. Et moi, ce que je lui avais dit, c'est, là, on est dans une position où on peut être ouvert aux deux propositions. Ça peut arriver qu'on se dise, OK, tu as le niveau pro, donc je vais rester ouvert aux opportunités que tu as en pro. J'accepte une opportunité en professionnel si je considère que tu es favori à 70-30. Par contre, tant que je ne trouve pas cette opportunité, bah, on continue à prendre de l'expérience en amateur. Et ça, c'est une position ultra confortable. Je vais prendre un exemple en France, typiquement, Axel Alfandari, il vient de passer professionnel, c'est officiel, mais pour moi, c'est typiquement le genre de profil, parce qu'il est encore jeune, il est très bon, où on aurait pu se dire, bah, on ne prend pas une décision noir ou blanc. On se dit, OK, si on a une belle opportunité en professionnel, on signe, mais si on veut le faire partie, si on n'a rien, par exemple, d'ici les IMAF, j'aurais pu très bien le voir aux IMAF. Euh, ici qui sont en cours. Donc voilà, Dans la construction de carrière, on va y venir. C'est pas du tout. Déjà, première des choses, l'UFC donne 1 million de dollars aux IMAF. C'est pour ça qu'ils sont présents en tant que sponsor à l'intérieur de la cage. Et c'est dans le but de développer. Donc déjà, un garçon qui a participé et encore mieux gagné aux IMAF sera prioritaire pour signer à l'UFC. Déjà, c'est une règle de valeur qui est indéniable. Truc numéro 2, moi, pour avoir eu et Manon et Axel qui ont eu de très très bons résultats aux IMAF, derrière ça, quand tu négocies les premiers cachets en professionnel, ils sont minimum x5 par rapport à un mec qui débuterait en pro par la voie classique. Il faut être honnête aussi là-dessus. Donc les IMAF,
si tu as le niveau pour le faire, et tu as raison, c'était le cas de Axel Alfandari, ben, je pense qu'il vaut mieux sacrifier un an si tu es jeune pour tenter l'expérience, pour te faire repérer par les matchmakers et les promoteurs de toutes les organisations européennes et voire mondiales, et pouvoir effectivement bénéficier par la suite de cette wildcard un peu qui va te permettre et d'être déjà dans les radars de l'UFC et d'être mieux rémunéré par rapport à ton palmarès. Très bonne réflexion. Et quand tu as dit ça, j'étais en train de réfléchir parce qu'on vient d'avoir la news là du PFL qui rachète le Bellator, blablabla. Et j'ai eu quelques échanges avec certaines personnes où on se dit que stratégiquement, c'est moins intéressant pour le PFL d'attendre que des gars partent de l'UFC pour venir les récupérer alors qu'ils sont en fin de carrière. Ce qui serait plus intéressant pour le PFL, c'est d'aller à la source, d'aller chercher les prospects avant qu'ils ne signent à l'UFC et de les sécuriser. Et quand tu dis que l'UFC donne 1 million euh, aux IMMAF pour être là, stratégiquement de la part de l'UFC, c'est très bien joué. Et moi, à la place du PFL, au lieu de proposer 15 millions pour que Ned Diaz combatte contre Jake Paul, je prendrais 15 ans de collaboration avec les IMAF. Hein. Ce serait un bien meilleur investissement parce que. Ouais. Je suis d'accord. Enfin bon, ça c'est un aparté. Et tu sais, on commence à en voir hein, quand même. C'est pas forcément tous des champions IMMAF, mais il y a Amanda Ribas, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois qu'O'Malley aussi a participé. Il commence à y avoir une reconnaissance de la team IMAF à l'UFC et il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui arrivent et je te dis vraiment, je suis étonné moi de voir que les matchmakers ont certains noms en tête, alors que les gars ont 3-4 combats pro, ils t'en parlent. Ah, comment il évolue bien quand je parle avec eux, parce que c'est une volonté et pour eux c'est l'élite tout simplement des fighters parce que cette épreuve, on va y revenir, un combat par jour, tous les jours, 5 fois, être au poids, c'est un peu le marathon du MMA et là tu te rends compte de la force mentale, des ressources et du niveau technique qu'il faut pour pouvoir aller au bout de ce truc-là. Bah, clairement, et on va venir maintenant en fait à la plus-value des IMMAF. Je voulais juste rajouter quelque chose en disant que ta carrière amateur, elle a une valeur au début de ta carrière professionnelle en termes de CV, de marketing. Donc, un mec qui va faire ses débuts professionnels, ben, pour que la promotion puisse le mettre en avant, le vendre et un argument de vente auprès des potentiels fans qui viennent acheter leur place, bah, c'est différent de dire bah, ce mec-là, il a 3-2 en amateur et il passe professionnel par rapport à bah, ce gars-là a été finaliste aux IMAF par exemple. C'est une valeur et comme tu l'as dit, ça te permet aussi de négocier une meilleure prime quand tu y as fait un résultat. Alors, il n'y a pas que les IMMAF, hein, tu peux être à 7-0 en amateur et avoir pris des ceintures AEF par exemple ou LSFC, ça te fait un bel argument aussi pour négocier une meilleure prime parce que la promotion qui te prend en professionnel peut de nouveau jouer sur bah, il fait ses débuts pro mais regardez ce qu'il a fait en amateur. Par contre, ta carrière amateur, une fois que tu as 10-0 en professionnel, bah, c'est un peu comme tes études sur ton CV, tu vois. Tes études sur ton CV, sur tes 5 premières années professionnelles, ça, son importance, les recruteurs vont demander ton diplôme. Une fois que tu as passé 35 ans, on va plus te demander ce que tu as étudié entre 18 et 21 ans. On va regarder tes expériences professionnelles, forcément. Ok, maintenant que ça c'est fait. Donc, vous l'aurez compris, passer en professionnel, c'est ultra individuel. Maintenant, quelle est la plus-value de participer aux IMMF? On vient de le dire, on n'est pas en train de dire que c'est obligatoire. Il y a vraiment moyen de très bien lancer sa carrière professionnelle sans passer par les IMMF. Mais ici, étant donné que c'est d'actualité, on va quand même parler de la plus-value de participer aux IMMF, au-delà de l'expérience que ça fournit, puisque on en a déjà parlé. Moi, j'avais noté se tester face au niveau international. Quand tu passes professionnel, bah, tu vas peut-être combattre un peu intramuros, mais tu vas très rapidement combattre contre des personnes d'autres pays. Et ça te permet non seulement de te tester face au niveau international, mais aussi d'avoir déjà un petit ressenti sur, OK, en Angleterre, je sens qu'on combat comme ça. Au Kazakhstan, je sens que c'est différent. Tu peux aussi décortiquer l'approche générale des pays, et c'est une expérience qui est ultra valuable, quoi, je pense. Oui, Qu'est-ce que toi tu en tu penses? te rends compte le schéma de construction technique qu'il faut pour. Tu peux tomber un jour sur un striker. Tu as des nations quand même qui sont plutôt reconnues pour ça. Le lendemain, tu peux tomber sur un grinder. Le lendemain, tu peux tomber sur un mec de l'Est. Qui, au moment où on se parle,
en sachant qu'on n'est qu'à la moitié. On a été honnête avec nos auditeurs, il y aura un petit décalage entre ce qu'on enregistre et le temps où nous sommes aujourd'hui. C'est encore quand même les pays de l'Est qui dominent. Moi, je regarde attentivement. Le style s'y prête aussi un petit peu mieux, puisque les rounds de cours et le fait qu'il n'y ait pas de coups de genou au visage et de coups de coude permettent de mieux grinder et de favoriser un petit peu les mecs qui collent et qui utilisent l'appréhension. Cela étant, ouais, clairement, c'est une compétition hyper riche où tu te remets en question tous les jours. Tu peux pas te lâcher, tu dois être au poids, tu dois être là mentalement, tu dois faire avec les petits bobos, tu dois adapter ton jeu par rapport à tes blessures. T'imagines pour les recruteurs, le mec qui va au bout de ça, le caractère, le mindset, la résilience qu'il faut et les solutions techniques, parce que tu as un coach qui va regarder ce qui se passe. Moi, j'ai eu la chance de le faire pendant 2 ans d'affilée, de 2018 ou 19 à 2021, si je dis pas de bêtises. Tu regardes un peu vite fait ce qui a été fait la veille et t'adaptes une stratégie, mais c'est surtout au fighter d'avoir une adaptabilité là. Le travail de coaching, il est dans l'instant, mais le fighter doit s'adapter. Puis l'effort n'est pas sur un pied d'égalité. Pour peu que ton adversaire ait eu des match-ups plus faciles que les tiens, il est moins, comment dire, fatigué, endolori, marqué par la douleur et les blessures. Donc c'est une épreuve hyper intéressante qui demande pareil au niveau de la concentration. T'as des fighters qui ont du mal à faire 3 rounds. Tu vois des fois qu'il y a un niveau de concentration excellent sur les 2 premiers rounds et qui lâche au 3e. Là, on te demande de faire 3 rounds si tu finis pas tous les jours. Alors même si c'est des rounds de 3, ça veut dire qu'à la fin de la semaine, tu auras fait peut-être 15 rounds. Et Vas-y. ouais, et j'allais dire, tu as aussi la gestion du sommeil, ça paraît bête, mais moi, tous les combattants pros avec lesquels j'ai bossé, après leur combat, ils trouvent pas le sommeil, hein. Tu peux faire ce que tu veux, mais avant 4 heures du matin, s'ils ont combattu à 22 heures, avant 4 heures du matin, ils ont toujours pas trouvé le sommeil et c'est très rare qu'ils le trouvent, point barre. Je sais pas si c'est pareil chez tout le monde, mais ici pour les amateurs, voilà, ils ont un combat, ils doivent encore dormir après. Comme tu dis, ils doivent gérer le cumul et au final, quand tu as un gagnant des IMMF, ça signifie, selon la catégorie de poids, que il ou elle a gagné 3 grands minimum, hein, dans les petites catégories où il n'y a pas trop de monde, 3 à 5 combats, si je dis pas de bêtises, le maximum c'est 5. C'est ça. Sur 5 ou 6 jours, sur 6 jours peut-être. Sur 5 C'est jours. c'est un truc de malade à quel point, comme tu dis, mentalement, physiquement, c'est compliqué. Et en plus de ça, de temps en temps, tu as des mecs qui ont gagné quasi que à la décision, alors que leur deuxième combat était face à quelqu'un qui faisait son premier combat, qui était donc 100% frais. Le troisième combat, c'était contre quelqu'un qui avait fait que un combat et qui l'avait finalisé rapidement. Et ouais, c'est une véritable épreuve. Cette médaille d'or IMAF aujourd'hui, elle a une sacrée valeur. Enfin, aujourd'hui, historiquement plutôt, elle a une sacrée valeur. Ah mais tu fais bien de le dire. Moi, j'ai la chance de l'avoir dans mon salon et je peux te dire que pour moi, quand tu es champion du monde IMAF ou numéro 1 mondial IMAF comme l'a été Axel, c'est une valeur largement aussi intéressante qu'une ceinture d'une orga qui serait sur l'UFC Fight Pass, quoi. Franchement, pour moi, une médaille d'or IMAF, ça a autant de valeur qu'une ceinture UE Warrior ou Ares ou Cage Warrior, parce que la difficulté, le mérite qu'il faut, et j'irais même quand même jusqu'à dire qu'il faut un petit brin de réussite quand même également, parce que c'est pas facile. J'ai vu pourtant Mohamed Mokaev ne l'a fait qu'en junior. Il faut savoir qu'il a jamais fait un combat senior IMAF, et malgré tout, il a eu moi je l'ai vu dans des situations très compliquées pendant ses combats, notamment contre le japonais dont on m'excusera, j'espère d'avoir oublié le nom, mais avec qui il se tirait la bourre en amateur il s'est tiré la bourre pendant une bonne année avec ce japonais, et il y a eu des situations où il n'était pas bien, et parce que le tirage, parce que la fatigue, parce que le poids il cutait beaucoup, Mokaev aussi déjà à l'époque pour être au poids amateur, et vas-y. J'étais en train de chercher le nom du japonais, donc vas-y, continue ton idée. Si tu me vois regarder ailleurs, c'est normal. Ils sont affrontés 2 fois. Mais il faut aussi un brin de réussite dans ton tirage et dans tes blessures aussi, parce que c'est pareil, c'est 9 minutes de combat par jour, plein contact, même s'il y a des protèges tibia et des gants un petit peu plus épais que les gants professionnels.
Cela étant, ouais, c'est quand même une très grosse épreuve avec laquelle il faut un petit peu de réussite. Je suis pas tombé sur le nom du japonais. Euh, mais ouais, je te rejoins, il faut un peu de réussite. En même temps, dans une carrière professionnelle aussi, de temps en temps, il en faut un peu. Maintenant, comme on le dit souvent, hein, est-ce que la chance existe vraiment? Est-ce que tu la provoques à 100%? Est-ce que la réussite, ça fait pas aussi partie de ta force mentale et de ta préparation, etc., etc. Et ça m'amène au dernier point. Pour moi, les IMMAF, un des gros avantages, c'est que tu vas te préparer de manière professionnelle. Tu le sais à l'avance que tu vas y participer. Tu te prépares pour la compétition. Tu sais que tu dois faire le poids sur 5 jours d'affilée. Tu sais que tu vas devoir t'adapter à différents styles différents. Si tu gagnes, ça veut dire que tu as a priori, la probabilité est super élevée pour dire que tu auras au moins gagné contre un striker, un lutteur, un grappleur et quelqu'un de complet. Donc c'est une expérience qui est complètement oufissime. Et en plus de ça, t'as vraiment une... Parce que moi, je me suis posé cette question, tu as une gestion du stress parce que tu te dis c'est un investissement de soi. Tu pars d'office une semaine, tu dois prendre congé ou tu dois... Peu importe ta situation, si tu travailles, si tu es aux études, etc. etc. C'est un vrai sacrifice que tu fais. Et il y a une probabilité que tu perdes au premier round par 5 secondes, en 5 secondes. Et donc tu dois être capable de savoir gérer cette possibilité, en faire, voilà, la mettre de côté et faire ton combat pour le gagner. Et je pense que c'est un stress quand même qui est intéressant en termes d'expérience mentale. Bien sûr, et puis même aujourd'hui, le niveau de projection médiatique. Et quand je dis ça, ne vous attendez pas à prendre 5000 followers. Hein. C'est pas ce genre de projection médiatique-là. C'est s'il faut, tu vas faire les IMAF et tu vas prendre peut-être 200 ou 300 followers, même en les gagnant. Par contre, la projection médiatique, elle est des gens du métier. C'est-à-dire que moi, pour y avoir été, pardon, excusez-moi, 2 ans d'affilée, tu vas voir les gens de l'EFC en Afrique du Sud, les gens de l'UA Warrior, les mecs bien sûr de l'UFC qui jettent un œil très très avisé sur ces compétitions. Tu as les matchmakers des plus grandes organisations qui se regardent. Euh, donc bien évidemment, ça fait pas monter les followers, mais tout le monde le sait et il y a une pression lourde qui pèse sur cette compétition. Pas de place pour les tricheurs, contrôle antidopage. Donc ça te donne pareil c'est les conditions d'un très gros événement, c'est l'exposition d'un très gros événement. Je suis un peu bête quand même, j'ai oublié l'orga qui a le plus misé sur ces combattants amateurs, c'est le Brave qui en a signé un très grand paquet. Mohamed Mokaev, Axel Solar et bien d'autres, hein, et bien d'autres. Quasiment tous les médaillés Brave avaient une porte au Brave, ce qui est toujours le cas, mais d'autres organisations ont senti la bonne affaire et ça commence à être le cas d'autres organisations aussi. Mais les premiers à l'avoir fait, c'est bien évidemment le Brave. Bah, je vais pas te cacher que quand j'ai dû faire le matchmaking du LSFC, les premiers noms que je suis allé regarder sont ceux qui avaient participé et fait des résultats aux IMMAF, que ce soit Europe ou mondiaux. Et si je devais relancer une promotion professionnelle, évidemment, au début, quand tu lances une promotion, bah, si tu fais pas des énormes levées de fonds, t'as pas beaucoup de sous, de finances, bah, tu vas prendre beaucoup de combats pro avec des gars qui ont moins de 3 combats professionnels. Là où tu vas chercher les meilleurs arguments, c'est justement aux IMMAF. Alors, moi, je voulais quand même complémenter aussi avec un petit élément, euh, parce que ça se développe de plus en plus. J'aime beaucoup ce que fait la fédération de MMA française, où ils font des événements un peu expérience seulement. Donc ils font des événements, il n'y a pas de public, il n'y a pas de walkout, c'est de l'amateurisme pur. Tu viens, tu combats plusieurs fois, tu prends ton expérience, tu t'en vas. C'est pas ultra médiatisé, mais c'est juste pour que les combattants voilà, prennent leur expérience dans une cage. Et puis il y a des promotions comme le LSFC, AEF, PEF maintenant en France. J'imagine que j'en oublie, qui font des walkouts, qui font un marketing professionnel, qui ont un public avec plusieurs centaines de personnes et qui donnent aux amateurs l'expérience d'un combat professionnel. Et je trouve ça super bien aussi parce que ça permet à un combattant amateur de pouvoir encore combattre en amateur et de pouvoir avoir du rouge sur son palmarès, parce que c'est important de le savoir. C'est vrai qu'être invaincu en amateur, c'est un argument, mais au final, vaut mieux avoir des défaites en amateur que des défaites en professionnel. Donc c'est là aussi où tu peux prendre un peu plus de risques dans des combats, prendre en lucidité, prendre en maturité.
Et j'aime bien, moi, ces promotions. J'aime bien les promotions je sais qu'elles sont de temps en temps critiquées, mais moi, j'aime bien. Je trouve ça nécessaire. Je trouve que c'est une bonne expérience pour un amateur de passer professionnel en ayant déjà eu l'expérience d'un combat professionnel. Ah, j'ai été prévenu 8 semaines à l'avance. Je connaissais mon adversaire. Oui, tout à fait, Chris. Moi, je suis persuadé, je le disais en début de podcast, que ces deux genres de compétitions sont complémentaires et c'est celles-ci qui vont forger la carrière et la future carrière d'un combattant professionnel. Je m'explique. La MMA League est nécessaire pour représenter l'élite française au championnat d'Europe et du monde IMAF. Et surtout, comme tu l'as très bien dit, c'est le meilleur moyen de faire de l'expérience. Je vais reparler de façon contextuelle, hein. La semaine dernière, il y avait la MMA League. Théo Muris, il fait plus 3 victoires, plus 3 combats. Et Orges Bajrami, pareil. Et peu importe, moi j'ai eu de la réussite sur cette compétition, mais même s'ils n'avaient pas fait 3-0, qu'ils avaient fait 1-2 ou qu'ils avaient fait 2 victoires, une défaite ou peu importe, il y a une prise d'expérience qui est en général pas compliquée. Pourquoi? Parce que, c'est pas très loin. Quel que soit l'endroit où vous résidez en France, c'est fait par région. Il y en a minimum 1 à 3 par région. Donc là, c'était à Miramas, ils ont fait 2 heures de route. Il y en a une à Toulon où ils ont qu'une heure de route à faire. Il y en a une à Marseille où ils ont 2 heures de route à faire. Donc, on se rend compte, le nombre de kilomètres qu'on a fait, nous, avant, pour pouvoir faire des compètes amateurs. Moi, je suis allé jusqu'en Belgique à l'époque pour faire de l'amateur au shooto. Donc, aujourd'hui, voilà, ils ont fait 3 combats à 2 heures de la maison. Et certes, il n'y a pas de walkout, il n'y a pas de public, il y a une cage qui est au ras du sol, mais peu importe, c'est de l'expérience. Et à côté de ça, tu l'as très bien dit, que ce soit le LSFC ou le travail de Willy Sirop, que je salue parce que je suis sûr qu'il nous écoute et qui fait de l'excellent travail dans la promotion, dans la pression due au public et au show qui est tout bonnement exceptionnel. Et puis voilà, mais je pense que de toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, sauf cas exceptionnel, gros palmarès en jiu-jitsu brésilien comme Kalim Mastouri ou autre, tu ne peux pas participer à l'AEF si t'es pas connu, comment dire, dans le milieu amateur. Et comment t'es connu dans le milieu amateur? En faisant soit beaucoup de combats précédemment, soit en étant représentant de l'équipe de France ou de l'équipe de Belgique, comme ça a été le cas pour Movsar Ibrahimov ou Patrick Abiroa. Donc il y a la base et il faut bien démarrer par quelque chose, c'est la MMA League. Et le niveau est excellent. Moi, j'ai pris 2 jours à les regarder et je me suis pas ennuyé et j'ai trouvé qu'il y avait des combats avec des feintes, avec des déplacements, un niveau d'ensemble qui m'a vraiment enchanté. Là, on est sur un niveau amateur vraiment plus. Ça, on voit que le niveau a considérablement augmenté. Et sans me répéter, mais pour revenir à ce que je disais, certains combats IMAF, tu as un niveau professionnel, mais pas débutant, hein, pas rookie. Tu as un niveau professionnel, voire plus 5, voire plus 10 combats. Tu en as quasiment certains qui pourraient déjà ne pas être ridicules à l'UFC. Quand tu vois les liaisons, le chain wrestling, le travail en percussion au sol et tout, tu en as certains qui pourraient être de bons sparring pour des athlètes UFC. Mais en fait, c'est super beau à voir hein, que le niveau augmente à l'international. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que ce soit la Belgique ou la France, on n'est absolument pas ridicule. Alors, on le répète, là, on est mercredi, on est en train d'enregistrer, ce sera publié vendredi. Donc, entre-temps, peut-être qu'on aurait eu des mauvais résultats, mais pour le moment, ça tient vraiment la route. Et je pense que ça fait partie justement de cette prise de maturité de la part des coachs, de mettre une bonne structure. De eux-mêmes se mettre face au mur pour pouvoir donner la meilleure pédagogie, le meilleur enseignement aux athlètes et finalement aussi la partie médiatique. Hein. En France, ça commence à exploser de dingue, ce qui donne une meilleure conscience du sport, une meilleure connaissance. Et puis bon, on va un peu se jeter des fleurs aussi. Je pense que, par exemple, Fight Minds, on essaie d'éduquer un maximum, que ce soit les fans ou les combattants, à comment progresser et à donner une meilleure connaissance, une connaissance plus spécialisée dans le sport, ce qui permet aussi d'évoluer vers une belle progression. Mais le travail qu'il faut souligner, c'est la FMMAF. C'est un peu contraignant, je dois l'avouer, quand tu organises un événement, mais c'est nécessaire. Donc évidemment, quand tu organises un événement, tu dois contacter les combattants, tu dois t'assurer qu'ils ont fait leur grade vert. S'ils n'ont pas fait leur grade vert, ils doivent trouver un endroit où le passer avant ton événement. Voilà, il y a certaines contraintes, mais je préfère passer par ces contraintes pour avoir une qualité et un niveau comme on a pu l'avoir au LSFC. Je vais prendre une bête comparaison. Quand tu vas à l'aéroport, c'est contraignant.
Tu dois montrer tes valises, tu dois faire des fils pour qu'on te vérifie, tu dois passer un scanner, etc., etc. Mais au moins, quand tu es dans l'avion, tu te sens en sécurité. C'est contraignant, mais c'est nécessaire. Et le travail de la FMMF, ça peut être contraignant, c'est absolument nécessaire. Et en plus, ils le font super bien. Ce que tu as dit en début de podcast, je ne le savais pas et je suis limite choqué, mais je suis ultra heureux d'apprendre ça. C'est que des gars comme Johnny Frachet vont regarder, ils sont aux IMMF, ils vont analyser les combattants français, comment ils font par rapport à l'international, et ils vont pouvoir pointer du doigt, ok, ce qui nous a manqué pour faire d'encore meilleures performances, c'était le cadrage. Et du coup, sur les prochains grades verts, on va mettre un peu plus l'accent sur le cadrage. C'est Non, magnifique. ils C'est font du bon absolument boulot. magnifique pour le développement local. Franchement, ils font du bon boulot. Le principe du grade vert, tu sais, ce genre de barrières que tu mets, elles peuvent être insurmontables vis-à-vis des pratiquants. Mais franchement, là, sur celui que j'ai fait avec Flavio Santiago Peroba et Jackie Ruidave, que je salue d'ailleurs au passage, il y avait 70 jeunes qui souhaitaient passer ce grade vert. Donc, je pense qu'ils l'ont bien compris. Et pareil, tu vois, sur 70, je pense qu'il y en a peut-être 7 ou 8 qui ont été refusés, mais qui ont pris un grade orange et ils pourront avoir le grade vert l'année prochaine. Et j'ai vraiment trouvé le niveau général assez intéressant. Bon, après, il y avait des belles équipes, tu vois, il y avait des mecs de Marseille, Marseille Fat Club, des mecs des frères Schiavo, de la Bushido Academy. C'est là que je te dis que on voit qu'il y a des équipes solides aujourd'hui qui ont récupéré les adhérents MMA, et ça, c'est une bonne chose aussi, pour éviter de mettre en danger l'intégrité physique des jeunes qui voudraient monter dans la cage. Mais non, j'ai pas vu beaucoup de clubs farfelus. Il y en a eu quelques-uns, mais j'ai pas vu beaucoup de clubs farfelus, et le niveau technique intéressant. Et puis comme je te dis, ce grade vert évolutif en fonction des échéances, j'étais ravi de le voir en formation et de le mettre à profit là pendant ce passage de grade. Et ça laisse, je pense que franchement, ça laisse présager de très très belles choses pour le MMA tricolore. C'est ce que j'allais dire. C'est typiquement le genre de procédure qui assure l'avenir de la France dans le sport. Et on le dit de plus en plus, et je le crois dur comme fer, la France va faire partie des grandes nations du MMA et pas dans 10 ans. Ce sera bien avant ça. Dernier point dont on voulait parler, c'était tout simplement comment participer aux IMMF. Donc ici, on imagine qu'il y a des combattants amateurs qui nous écoutent, des futurs combattants amateurs qui nous écoutent, tous avec leur propre objectif. Si participer aux IMMF fait partie de leur objectif, quel est le process à suivre? Alors, ben, c'est très simple. Je parlais de la MMA League. Euh, Là, je vais faire un petit peu de spéculation qui sera peut-être pas juste en fonction des catégories et du nombre de participants. Juste avant d'en parler, je voulais faire un mea culpa. Enfin, c'est pas un mea culpa, c'est un compte rendu. Il y a un an, dans quelques-unes de mes prises de parole, j'avais dit attention, le niveau des fighters à l'UFC, c'est l'arbre qui cache la forêt, parce que en amateur, je m'étais permis de critiquer pas du tout la fédération, mais le nombre de participants à ces compétitions. Ça y est, je pense que les choses sont bien entendues. Les MMA League sont full. Les gens ont bien compris qu'il fallait passer par là, et je pense que là, de nouveau, on peut faire de belles projections pour le futur. Donc, pour répondre maintenant directement à ta question, selon les catégories de poids, il faut gagner une, on va dire une et demie, c'est-à-dire en gagner une et bien participer à la seconde, et même à Ligue, pour avoir les points nécessaires à participer au championnat de France. Championnats de France qui sont à Paris, enfin en région parisienne tout du moins, généralement en fin d'année, qui vont déterminer. Alors là, il n'y a pas de politique pareil, parce que souvent, on a entendu que ce soit dans les fédés de karaté, de judo, oui, mais j'ai gagné les France, mais j'ai pas été sélectionné. Là, il n'y a aucune polémique, aucun passe-droit et aucun sauf-conduit possible. Vous avez les points nécessaires pour participer aux France, donc il faut être à peu près dans les 8 meilleurs de sa catégorie en termes de points. Vous pouvez participer donc au championnat de France, et le gagnant représentera la France aux Europes et au monde. Voilà le deal. C'est un deal donc qui n'a d'alternative que sportive. Il n'y a pas de passe-droit possible, ni de relationnel, ni de quoi, ni de caisse. Et donc, il s'agit que de gagner. Alors, je reviens en arrière. Hein. Si vous êtes le numéro 3 en France, c'est déjà très bien. Et ça vous permettra de faire une belle carrière professionnelle par la suite, croyez-moi. Mais
pour les athlètes qui veulent le faire, je pense que c'est vraiment un passage incontournable et qu'il vaut mieux le tenter. Je reprends ce que tu disais au niveau de l'âge. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de démarrer par le MMA directement à l'âge de 14 ans, j'ai 20 ans. Donnez-vous les moyens, donnez-vous 3-4 ans. C'est vrai qu'on ne gagne pas d'argent, on est juste défrayé en faisant les galas, les beaux galas d'ailleurs, qui défraient pas tous. Mais il faut se donner les moyens et ces années entre guillemets ne sont pas perdues, elles vous permettront de gagner plus en professionnel et d'être déjà dans les bons radars pour la suite de votre carrière. Parce que c'est pareil, hein, aujourd'hui des mecs, moi quand je propose des fighters, bah, tu te rends compte que si on vise à l'international, ben, même un 7-0, un 8-0, ben, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y a des mecs du Brésil, il y a des mecs des pays de l'Est, des Ouzbeks, des Tadjiks, des Européens, des Italiens, des Suédois qui bougent beaucoup aussi au niveau du MMA. Les places sont chères. Même pour entrer à l'UFC, aujourd'hui, les places sont chères. Je vous rappelle que 90%, 9 entrées sur 10 au UFC, c'est du short notice. Donc, le moyen de se démarquer de ça, c'est d'avoir une belle carrière IMAF. Et du coup, l'UFC, compte tenu de l'investissement et de la promotion du truc, vous serez prioritaire sur 3-4 fighters qu'on va leur proposer. Ils vont prendre l'IMAF. C'est une certitude. C'est pas une spéculation de ma part, c'est une certitude. Ah bah ça, je savais même pas, mais par contre, ça ne me surprend pas, vraiment, parce que je pense que l'IMAF fait souvent des posts sur ah, un tel de nos gagnants combat là, un tel de nos combattants combat là, et tu sens très vite quand tu regardes ces combattants ils ont un sacré niveau, quoi. C'est voilà, comme on le dit depuis le début de podcast, gagner aux IMMF, ça, c'est un indicateur de performance, et en général, bah, ils continuent à bien suivre la suite de leur carrière. Bon, bah, je pense qu'on a fait un gros tour de la question, hein. Je pense que sur Internet, vous allez galérer à trouver autant de contenu sur la gestion d'une carrière amateur. Les gens préfèrent se concentrer sur l'UFC, ce qui fait évidemment beaucoup de sens. Mais aujourd'hui, nous, on voulait donner de la visibilité à la carrière amateur qui doit être de plus en plus prise au sérieux. Comme on le disait, hein, tu commences le MMA en 2010. La carrière amateur, elle est quasi inexistante. Et plus on avance dans le temps, plus on se rend compte que ta carrière amateur, ça fait vraiment partie de ta préparation pour le niveau professionnel. Et le point que je voulais dire par rapport à tes dernières phrases, c'était aussi ne brûlez pas les étapes. Peu importe votre objectif, brûler les étapes, c'est, je pense, la pire chose à faire. Donc, prendre le temps, c'est important. D'autant plus que ici, on a vraiment l'indicateur. Le niveau amateur est tellement haut que si tu brûles des étapes, bon, à moins que tu aies un manager qui te prenne que tes chèvres en professionnel, mais alors quel est l'intérêt? Euh, voilà, tu risques de te brûler les ailes, clairement. Et je le disais aussi à d'autres personnes, c'est même si tu as un bon manager qui te trouve que des combats favorables en début de carrière professionnelle alors que tu n'avais pas le niveau professionnel quand tu as fait le pas, bah, à un moment, tu vas avoir 6-0. Et quand tu es à 6-0, tu vas plus rencontrer des 0-18. Ça, le MMA est de plus en plus régulé. Les fédérations sont de plus en plus proches de ça et sont de plus en plus à refuser des combats illogiques sur papier. Tapology est en train d'annuler des combats. On l'a vu avec Mokaev, hein, il a deux combats qui n'ont aucune valeur parce qu'il a pris des journeymen. Euh, Ça, c'est bien. À partir d'un moment, en MMA, il y aura plus de triche possible. Ce sera carré, ce sera que des combats équitables. Et ça va pousser les gens à ne plus brûler les étapes et tout le monde s'en tiendra mieux. Rien à rajouter, si ce n'est, si cette prise de parole sur le MMA amateur vous a plu, mettez-le en commentaire, likez, abonnez, partagez la chaîne. Et mieux que ça, c'est une promesse. Si on a les commentaires qui en découlent, on vous fait une analyse des finales avec Chris. Moi, je regarde. Là, j'ai un entraînement juste à 3 heures après. Il est 14 heures, donc je vais me faire 45 minutes d'IMAF. Je prends mes petites notes, je regarde. Et je vous fais la preview des finales avec Chris avec grand plaisir. Vous le mettez en commentaire et vous partagez. Ce sera fait et on vous fera ça. On vous fera une vidéo vendredi pour les finales de samedi. Bah c'est ça, cette vidéo aussi sort vendredi, donc a priori ceux qui regardent la vidéo vont pouvoir commenter s'il y a des Français ou Belges en finale. Si c'est le cas et que ça vous intéresse, Aldric et moi on prendra le temps vendredi soir ou samedi très tôt le matin pour analyser les finales avec nos compatriotes belges ou français et on vous publiera ça avant que la finale ait lieu évidemment. Ok, bah merci à toi Aldric, merci à tous ceux qui ont suivi jusque maintenant. On n'oublie pas de s'abonner, de nous donner de la force avec un like, avec un commentaire. Et nous, on finit par remercier notre collaborateur
Golden CBD. Je vais prendre un dragibus vert pour célébrer ça. Et notre lien en description vous amène sur le site. Notre code promo FIGHT vous offre moins 50% jusqu'à samedi midi. Profitez-en si vous êtes intéressé par ces super bons produits. Aldric, à très bientôt. Merci à toi. À très vite.